Jean-Christophe Lagarde, comment est-ce que vous êtes venu ce matin ici à France Info ? En RER, le RERB, le RERC. J'observe d'ailleurs que le RERB est toujours une même catastrophe depuis tant d'années. Mon père le prenait et 30 ou 40 ans après, c'est toujours une boîte à sardines dans laquelle on transporte les gens de façon indigne. Eh ben ça commence bien. Je vous posais la question parce que vous êtes l'élu de Drancy qui jouxte le Bourget où se déroule la COP 21. Ça vous fait du bien de prendre un peu les transports, non ? Oui, bien sûr, mais je préférerais qu'on transporte tous les jours les gens de façon correcte et digne, et pas seulement, entre guillemets, la boîte à sardines que je décrivais. Mais vous venez pas de le découvrir, rassurez-moi. Non, je vous dis que mon père le prenait et que c'était déjà la galère. Simplement, je pense que quand on dirige une région et qu'on a comme principale mission les transports en commun, on peut quand même se donner les moyens de changer les transports. C'est un des enjeux de la fin de cette semaine avec le vote de dimanche et de dimanche prochain, savoir si la région Île-de-France doit rester paralysée dans ses transports. Et il n'y a pas que le B, on a les mêmes galères sur le A. Il serait temps d'y mettre les moyens, quoi. Vous approuvez les restrictions de circulation dans Paris pour cette COP 21, cette conférence climat ? Honnêtement, j'ai pas de visibilité sur ce qui était nécessaire ou pas. Je vois que dans mon secteur, puisque la COP21 se déroule dans ma circonscription au Bourget, on ferme la Nationale 2, on ferme l'autoroute A1, on ferme le périphérique. C'est un peu normal, non ? Mesure de sécurité C'est oblige. peut-être un peu normal, mais dans ces cas-là, il fallait anticiper, parce que ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on a dit aux gens ne prenez pas votre voiture. Bon, ça peut se comprendre. Et puis, 2 jours avant, on leur dit ne prenez pas les transports. Oui. Bon, assignez-nous à résidence aussi. Il y a un moment donné où les gens ont besoin de bosser. Je pense que ça aurait pu être mieux anticipé. C'est un peu le coup de gueule que tout le monde avait ce week-end en disant mais alors on fait quoi ? Il y a des gens qui préparent ça depuis des mois. On peut se demander s'ils l'ont fait sérieusement. Le sort de l'humanité se joue à côté de chez vous. Donc, au Bourget, vous attendez quoi, vous, patron des centristes en France, de la COP 21 mondiale ? J'attends que ça ne soit pas une conférence des bonnes intentions, parce que c'est la 21e. Et la question, c'est est-ce qu'on prend des décisions ? Est-ce qu'il y a des engagements de la part des États qui sont des engagements contraignants ? Contraignants, ça veut dire que si ils ne respectent pas ces engagements, eh bien, ils doivent, par exemple, verser de l'argent à un fonds qui permettrait d'apporter de l'énergie propre à tous les pays en développement. Parce qu'on a 2 problèmes. Il y a un problème avec les pays très développés ou en voie d'expansion forte, comme la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, et puis les pays qui, eux, n'ont pas accès aujourd'hui à l'énergie. Vous connaissez le projet de Jean-Louis Borloo, sur lequel il a totalement raison. En Afrique, on a 1 milliard d'habitants. On va passer à 2 milliards d'habitants dans les 30 ans qui viennent. Il y a 85% de la population qui n'a pas accès à l'énergie. Qui dit pas accès à l'énergie ? C'est l'Afrique qui carbone le moins. Pardon. Oui, bien sûr, parce qu'elle n'a pas de développement. Voilà. Mais il va bien falloir qu'il se développe, parce que sinon, on a un enjeu qui est pire. Qui dit pas d'accès à l'énergie, dit pas d'accès à l'éducation, pas d'accès à la santé, pas d'accès à la production. Et s'il y a 1 milliard de personnes qui crèvent de faim en Afrique, il n'y a pas un programme politique, il n'y a pas une loi, il n'y a pas un mur assez haut qui les empêchera de faire la plus grande migration mondiale que l'histoire de l'humanité ait connue. On a un risque majeur, et l'Europe est la première exposée en Afrique. On a besoin de transformer ce risque en opportunité parce qu'à l'inverse, s'ils ont cette capacité de développement, cette énergie propre, et ils peuvent en avoir beaucoup, notamment grâce au soleil, il y a une capacité à vivre là-bas et à ouvrir des marchés à nos propres entreprises. Donc, attendrez voir. Réponse dans 12 jours. Jean-Christophe Lagarde, il y aura dimanche prochain le premier tour des élections régionales. Vous l'évoquiez à l'instant. Le Front National donnait largement en tête dans tous les instituts de sondage, 2 régions susceptibles de tomber dans son escarcelle. Que dites-vous ? Le paradoxe, c'est après les attentats, de voir que l'extrême droite se renforce, alors que, c'est d'abord, à mon avis, quelque chose qui favorise la propagande de Daesh, parce que la propagande de Daesh, c'est d'expliquer qu'on ne veut pas des musulmans en France. Et donc, si le vote, c'est le vote Front National, ça veut dire qu'on va leur donner un boulevard pour expliquer que nous ne sommes pas un pays où tout le monde peut vivre en respectant les lois de la République. Qu'est-ce que vous dites là, le Front National bénéficiaire de Daesh ? Non, je dis Daesh bénéficiaire du Front National. C'est pas tout à fait la même chose. Et la deuxième chose, c'est que le paradoxe, c'est qu'en réalité, les Français semblent, d'après les sondages, se tourner vers ceux qui nous désarment systématiquement. Est-ce que je peux rappeler ici que quand on vote une loi sur le renseignement pour essayer de savoir ce que préparent les organisations terroristes, le Front National vote contre. Lorsque Christian Estrosi, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dit qu'il faudrait poser un certain nombre de portiques à l'entrée des gares pour sécuriser les transports, Marion Maréchal Le Pen est contre. Lorsque on dit qu'il faut un fichier PNR, c'est-à-dire un fichier qui permet de suivre les voyageurs aériens dans toute l'Europe pour éviter que les terroristes se baladent comme ils veulent sans qu'on sache les suivre, c'est Madame Le Pen, Marine Le Pen elle-même, qui au Parlement européen vote contre. En clair, elle délivre le Front National qui parle très fort,
qui donne des leçons à tout le monde. Dans ses actes et dans ses votes, il délivre un droit de circuler anonymement aux terroristes, un droit de monter dans les trains avec des kalachnikovs si nécessaire. C'est le parti qui se bat le moins et qui assure le moins la sécurité. Et moi, j'alerte les Français sur le fait que ce serait quand même un paradoxe que ce soit ce parti-là où, au moment où on a besoin de se sécuriser, ce soit ce parti-là qui est toujours contre les mesures de sécurité qu'on vote, qui viennent à bénéficier des attaques barbares de Daesh. Alors, vous êtes particulièrement concerné par ces attaques barbares de Daesh, puisque l'un des terroristes du Bataclan, Sami Amimour, venait de Drancy. Le maire de Drancy connaissait vaguement, avait idée de quoi que ce soit, ou vous avez découvert, comme nous tous, tétanisé, ce qui s'est passé? Moi, je connais bien sa mère depuis des années, une famille parfaitement normale, c'est pas la famille Mera. C'est une famille très intégrée, laïque, qui travaille, qui respecte nos lois. Il y avait 3 enfants, Sami Amimour, 2 filles et puis donc les parents. Et évidemment, moi j'étais au courant depuis 2012 puisque la DCRI était venue l'arrêter chez lui en septembre 2012 avec 2 autres Drancéens. On n'est pas d'ailleurs dans le cadre de la ghettoisation urbaine, on est dans des familles de classe moyenne avec des gamins qui manifestement présentent des caractéristiques psychologiques de faiblesse qui ont permis à des recruteurs de les influencer, de les transformer comme des armes contre nous. Si je dis ça, c'est en rien une excuse. C'est juste pour expliquer que si on veut combattre efficacement ceux qui arrachent un certain nombre d'enfants de notre pays à la voie normale de la République et de la France, il faut savoir comment ça se passe, qui vise et comment. Et je suis toujours effaré de cette espèce d'excuse sociologique qu'on avance, alors que 70% des gens qui ont été recrutés par Daesh, c'est pas des enfants des ghettos, c'est pas des délinquants, c'est pas des gens qui sont passés en prison. On a donc une analyse à faire pour savoir comment ils font pour transformer nos gosses en bombes contre nous. Et vous avez une explication ? Il y a plusieurs explications, ça serait peut-être un peu long, mais je trouve surtout que d'une façon générale, dans la crise que nous traversons, Daesh, là-bas, en Syrie et en Irak, ou leur capacité de recrutement ici, nous n'avons pas fait de diagnostic sérieux et nous n'avons pas de stratégie globale. Et s'il n'y a pas de stratégie globale, on ne gagne pas une guerre. La stratégie globale, elle doit être à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur, on a pendant 2 ans bombardé en Irak et pas en Syrie. On a expliqué que Bachar el-Assad était le problème numéro 1, alors que c'est Daesh qui nous fait la guerre. Je reproche en réalité l'aveuglement qui est qu'on réagit au lieu de réfléchir. Et quand on veut faire une guerre, il faut effectivement... C'est pas qu'on veuille la faire d'ailleurs nous particulièrement, mais on nous fait la guerre. Si on veut résister à cette guerre, il faut réfléchir. Et sur le plan intérieur, on a besoin d'adapter les lois qui permettent de lutter contre le terrorisme. Pardon de vous faire observer la chose suivante. Nous avons un état d'urgence pendant 3 mois. On donne des moyens exceptionnels à l'État parce qu'il y a une crise exceptionnelle, une menace exceptionnelle. Mais dans 3 mois, elle sera toujours là. Ça veut dire que les moyens, par exemple l'assignation à résidence, par exemple, à condition qu'on la rende efficace, par exemple les perquisitions administratives, on en aura besoin encore. Il va falloir le prolonger ad vitam aeternam, cet état d'urgence ? Non, Jean-François Aquili. C'est justement pour ça que moi, j'insiste auprès du Premier ministre, du Président de la République et du ministre de l'Intérieur, pour que nous travaillions dès maintenant, pour que ces moyens exceptionnels qui sont utiles à l'État pour lutter contre le terrorisme et contre la menace qui pèse sur nous, rentrent dans le droit commun, en échange de quoi il doit y avoir des contrôles. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a des pouvoirs exceptionnels pendant 3 mois. Dans 3 mois, le risque sera le même, mais on n'a pas les éléments de contrôle. Donc le contrôle, c'est quoi ? C'est de faire re-rentrer les juges dans le système, parce que le problème en ce moment de l'état d'urgence, c'est ça, c'est que le juge n'existe plus, seule la police existe. Eh bien, il y a une autre façon de faire, et après tout, c'est ce qu'on est en train de faire, sans les éléments de contrôle. Le juge, il intervient après l'infraction. Or, la difficulté, ce que les Français ne supporteraient pas, c'est qu'on intervienne après les attentats. On a vu le remarquable professionnalisme des policiers, des magistrats, des groupes d'intervention, etc. Mais la question, c'est d'intervenir avant. Et la perquisition administrative, elle sert de façon préventive. Simplement, elle doit être placée sous un double contrôle, de mon point de vue. Un contrôle parlementaire, pas seulement sur la statistique, sur savoir pourquoi on est allé perquisitionner à tel ou tel endroit. Et ça, c'est pas tous les parlementaires. C'est comme dans les pays anglo-saxons, une délégation de 3, 6, 8 parlementaires à qui on dit la vérité. Et puis, le contrôle du juge administratif, naturellement, pour les recours individuels. C'est nécessaire, et j'alerte parce qu'on va se retrouver dans 3 mois avec la même question et on va prolonger l'état d'urgence indéfiniment. C'est absurde. Jean-Christophe Lagarde, vous disiez ici et là-bas, la Turquie, 3 milliards d'euros pour aider ce pays à accueillir, à retenir les réfugiés syriens. Le rôle de la Turquie
C'était la bonne décision de Bruxelles hier? Alors, il est normal qu'on puisse aider la Turquie, comme les autres pays, comme le Liban, comme la Jordanie, à accueillir les réfugiés. Sinon, on ne peut pas se plaindre qu'ils viennent chez nous. C'est la bonne décision. En revanche, ce qui est totalement scandaleux, je le dis en tant que fédéraliste européen, c'est qu'on n'impose pas à la Turquie une clarification de sa position. La Turquie veut rentrer dans l'Union européenne. La Turquie est membre de l'OTAN, elle est censée être notre allié. On se souvient tous des images à Kobané où ils empêchaient les combattants kurdes qui voulaient résister à Daesh de traverser la frontière, et on sait tous que les terroristes passent de Syrie en Turquie, frontière libre, que le pétrole de Daesh passe par la Turquie pour alimenter Daesh. Moi, je veux que la Turquie ferme définitivement sa frontière avec la Syrie. Complice de Daesh? Mais écoutez, objectivement, il joue un double jeu, et donc il n'y a pas de raison que l'Union européenne cède à la pression de la Turquie. Et dans la tournée des chefs d'État que M. Hollande a faite, il en manquait un, c'est M. Erdogan. Parce que s'il y a quelqu'un avec qui on doit s'expliquer, s'il prétend être notre allié, s'il prétend vouloir être européen, il ne peut pas jouer double jeu, bombarder les Kurdes et laisser tranquille Daesh, laisser acheter le pétrole de Daesh et laisser ses frontières ouvertes sur la Syrie et la Turquie, parce que concrètement, il est en train de nous faire chanter, et l'Europe n'a pas vocation à chanter face à quelqu'un qui est censé être son allié. Et s'il ne l'est pas, qu'on clarifie les choses.